Après, on va vers le 1 contre 1, la passe en profondeur, le centre et pas oublier la relance et la passe en retrait. Ce qui est actuellement dans le football moderne aussi très important à acquérir pour un jeune gardien de but. La formation, c'est pas question d'aller toujours vers la victoire. Ok, on doit aussi apprendre à gagner et avoir la bonne mentalité gagnante. Mais il faut confronter la jeune surtout avec des situations de jeu difficiles. Et il faut leur donner aussi la possibilité de faire des erreurs. Et en faisant des erreurs, un enfant, il apprend. Alors ça, c'est pour moi le plus important. Et comme ça, au moment qu'il a l'âge plus ou moins de 20-22 ans, il sera prêt pour aussi livrer de bonnes prestations dans le match. Et ça, c'est pour moi le plus important. Mayacine, c'est vrai que dans votre série de réformes, on a entendu parler d'un point qui nous paraît important, peut-être un projet de jeu applicable à toutes les sélections et cela passe par une adhésion en fait de tous les entraîneurs. Est-ce que c'est pas trop ambitieux? Non, mais bon, c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on va voir tout de suite. Parce que c'est clair que une identité de jeu, mais elle se forge sur 10 ans, sur 20 ans, sur 15 ans. Mais je pense qu'aujourd'hui, nous ne devons pas rater le train. Nous devons l'impulser déjà et ensuite travailler dans son application à tous les niveaux. Je disais simplement qu'on ne peut pas aujourd'hui, surtout au niveau des sélections nationales, que les équipes olympiques travaillent d'une autre manière que celle de l'équipe A ou bien de l'équipe cadette ou des juniors. J'ai dit non, nous travaillons sur la même matière. Et il y a un phénomène d'osmose qui fait que les cadets vont devenir juniors, les juniors olympiques, les olympiques vont devenir locaux et ensuite seniors. Mais je pense que donc de ce point de vue, il y a lieu d'harmoniser quand même le travail, nos contenus de formation et des méthodes d'entraînement. C'est normal ça. Je pense que ça, on n'a même pas besoin de le dire. C'est compréhensif. C'est évident. Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'Alain fait au niveau des seniors doit être connu également au niveau des cadets. Et les cadets également doivent partir d'une conception que nous voulons que le football sénégalais soit. C'est-à-dire nous inscrire dans ce qu'on appelle aujourd'hui le football moderne. Je pense que le football moderne, c'est quoi? C'est en fait un football rapide. Donc il faut dans la détection regarder les joueurs qui ont des capacités de vitesse énormes. Et ensuite technique, donc ça veut dire une haute technique, une maîtrise technique, donc renforcer la gamme technique et l'entraînement technique au niveau des jeunes, mais également aussi demander à chacun de porter le jeu vers l'avant. C'est-à-dire au moins quand même apporter un jeu spectaculaire. Et là, comme j'ai dit, il y a des systèmes d'incitation qu'on peut faire. Quand nous organisons les compétitions de cadets et juniors, on peut demander effectivement un bonus de points. Pour 3 buts marqués, c'est un point en plus. Quel délai vous donnez justement pour réaliser tout cela? Aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle d'un projet, alors qui va pas être peut-être, dont les fruits ne seront pas vus tout de suite, mais est-ce que vous avez quand même une durée sur la période temps? Oui, mais écoutez, moi je pense que nous allons appliquer le moment où je suis là, et peut-être celui qui viendra peut-être demain va continuer le travail qui a été enclenché. Je pense que c'est une continuité. Vous avez l'impression de continuer le travail enclenché par Amsatou Fall? Ah mais je suis en train de faire. Amsatou a beaucoup réfléchi, a bien réfléchi. Maman a bien réfléchi, a beaucoup réfléchi. C'est ce que j'ai dit. Aujourd'hui, peut-être la touche, c'est de rendre dynamique ces départements. C'est-à-dire de trouver la matière et le permettre de travailler et de la rendre pratique. C'est ça en fait la réalité. Alors certains disent que finalement cette réorganisation, c'est une manière peut-être de répondre à ce qui vous reproche de ne vous occuper que de l'équipe nationale A. Non, mais non, je ne pense pas qu'on me reproche ça. Hein. Peut-être c'est certains qui ont cru comprendre que peut-être qu'un DTN ne doit pas être à côté de l'équipe nationale A. Mais je le dis, pour autant qu'on doit être avec l'équipe nationale A, on l'est également aussi avec les autres, avec les cadets et les juniors. Il n'y a pas un déplacement où les cadets et les juniors ont fait en dehors du Sénégal que moi je n'ai pas fait. Mais ça ne les intéresse pas. Parce qu'effectivement, l'équipe nationale junior et cadets ne les intéresse pas. Mais par contre, si je suis avec l'équipe nationale A, ça les intéresse parce que là, ils me voient, parce qu'on est ensemble. Et fort pour de cela, c'est pour montrer effectivement l'importance qu'il faut accorder à l'équipe nationale A. D'autant plus que, effectivement, toutes nos forces doivent être proposées à ça. C'est la vitrine. Si on ne gagne pas... Mais il faut commencer par la base, là aussi, on est d'accord. Mais tout à fait. Mais c'est pourquoi je dis, peut-être que ça ne les intéresse pas de savoir si Mayacine est parti avec les juniors au Niger, avec les cadets à l'Abidjan. Mais ce qui les intéresse, c'est que Mayacine est parti avec les Lions à Conakry. Ce qui est normal. Mon rôle aujourd'hui en tant que DTN, c'est d'appuyer, d'accompagner tous les sélectionneurs, à tous les niveaux. Moi, je m'occupe tu sais, les entraîneurs, ils sont là où ils sont. C'est moi qui prépare les stages. C'est moi qui essaie de trouver les sites d'entraînement. C'est moi qui essaie de négocier les hôtels pour lesquels. C'est moi qui également essaie de voir effectivement. C'est-à-dire pour le permettre d'être dans de très bonnes conditions. Finalement, vous êtes le coordonnateur de toutes les sélections? Mais tout à fait, je suis obligé, parce que ce sont mes sélectionneurs. Je suis obligé effectivement de le trouver effectivement toutes les bonnes situations qui le permettent d'être performant. Et ensuite de s'éloigner de tout ce qui le permet effectivement d'être en dehors de l'aspect technique. Je pense que l'entraîneur aujourd'hui, il ne doit pas s'occuper d'hôtel.
il ne doit pas s'occuper de restauration, mais ce qui l'intéresse, c'est que prendre les ballons, aller sur le terrain et s'entraîner. Et réfléchir également aussi sur comment effectivement l'équipe doit progresser. Très bien. Alors Mayacine, un point également sur l'arrivée des anciens internationaux, donc que tout le monde a remarqué également, Roger Mendy, Malik Daf, Ali Mal. Alors sur quoi vous vous êtes appuyé justement pour choisir cela au détriment d'autres? Mais vous dites, on peut tomber des nues, hein, quand vraiment alors on fait appel à des internationaux et que ça pose problème. Non, c'est pas un problème. Alors ça devrait pas être une solution. Ça devrait même pas être un problème. Je pense qu'on les a mis à leur place. Je pense qu'on a eu à reprocher aux anciens footballeurs le fait effectivement de ne pas vouloir aller à la formation. Mais aujourd'hui qu'ils le font, qu'ils sont diplômés comme tout le monde et qui sont engagés dans les clubs qui travaillent comme tout le monde, je ne vois pas la raison pour laquelle effectivement nous n'avons pas assuré la promotion. Et c'est ce qui m'a poussé effectivement à faire en sorte effectivement que certains que j'ai vu travailler, engager et également aussi faire de bons résultats dans le championnat, les promouvoir au niveau des sélections de jeunes. Et je dis encore une fois que les anciens nationaux, leur place dans le département de football de base, je pense que c'est une portée importante. Parce que le football de jeunes, en fait, c'est la démonstration, c'est le geste technique. Et il n'y a pas mieux placé qu'un ancien footballeur qui est capable de démontrer effectivement en geste, de montrer le meilleur modèle. Et ensuite, l'enfant, tu vois, il apprend suivant ce qu'il voit. Et je pense qu'il faut bien démontrer, il faut montrer un bon modèle. Et je pense que c'est le seul capable de le faire. Ça ne veut pas dire que c'est le seul capable effectivement de pouvoir travailler, mais je pense qu'il faut effectivement leur donner ce qui leur appartient. D'accord, donc des références en dehors et sur le terrain. Mais tout à fait. Très bien. Alors Mayacine, on va faire le point également sur la Ligue 1 sénégalaise qui vient de boucler ses 15 journées. Un bilan à mi-parcours, mais auparavant, je vous propose de suivre donc ce sujet avec donc un suspense évidemment qui reste entier. Djambar est certes leader, mais sans dans son dos le souffle du Jaraaf. Côté également relégable, certaines équipes ont quelques difficultés, notamment le Guédiawaye FC. Des buteurs surprise, le niveau technique, le point avec Abdoukhadr Mbakesek. Fini les matchs allés du championnat du Sénégal, le leader Djambar confirme son statut de vice-champion. Le champion en titre Casa Sport est toujours à la traîne. Mais les véritables surprises viennent des promis. Olympique de Ngor et Port jouent les troubles faits. Des équipes comme Djambar confirmé, le Casa Sport qui est à la traîne. Le Jaraaf aussi a bien réagi après un début de saison un peu timide. De l'autre côté, ce qu'il faut retenir aussi, c'est les équipes qui ont vraiment marqué les esprits. Il y a notamment l'Olympique de Ngor et le Port Ngor qui est promu et qui se retrouve aujourd'hui sur le podium après 15 journées, c'est-à-dire à la moitié. C'est quelque chose qui est quand même frappant dans cette première partie. Il y a plus de petites équipes dans la mesure où des équipes supposées être fortes ou du moins qui jouaient les grands rôles la saison dernière, aujourd'hui peinent. Je prends l'exemple du Casa Sport, même s'il leur reste encore 3 matchs à jouer. Assur est en ce moment en chute libre après avoir fait une bonne entame de saison. À l'image du Sucrier, l'US Gorée, l'AS Douanes et le GFC se trouvent dans la zone rouge. Mais rien n'est encore joué dans ce championnat. l'US Douanes, l'US Gorée, il n'y a que le nom qui reste. C'est aujourd'hui comme la Jeanne d'Arc en Ligue 2. Personnellement, je ne dirais pas que je suis surpris de voir ces équipes au bas du tableau. Je m'y attendais quand même vu les difficultés qu'elles ont traversées depuis la saison dernière. Mais avec l'AS Douanes, comme l'avait souligné son entraîneur en début de saison, ils ont raté en tout cas le démarrage parce que l'équipe n'avait pas les joueurs assez expérimentés pour jouer la Ligue 1. C'est ça peut-être le problème avec cette équipe de l'AS Douanes, mais il faudra faire très attention. Et pour le cas de Gorée, c'est moins surprenant hein, quand on voit un peu les résultats de l'équipe ces dernières années. C'est une équipe assez irrégulière. Hein. Gorée fait partie de ces clubs traditionnels en compagnie du Jaraaf, de la Jeanne d'Arc, qui ont un peu régné sur le football sénégalais par le passé. Mais c'est une équipe aussi qui, à mon avis, n'a pas réussi la mutation depuis l'avènement du foot pro. Et cela se ressent un peu dans les performances de l'équipe. La poule unique permet aux joueurs locaux de préparer les compétitions africaines. Une sérieuse option pour rendre plus performant le foot sénégalais. La poule unique permet de maîtriser le calendrier, mais elle permet aussi aux joueurs d'avoir de la compétition. Parce que si on prend l'exemple de nos joueurs par le passé, leur problème majeur quand ils allaient en Afrique, c'est qu'ils n'avaient pas de compétition. Les équipes qui jouaient la Ligue des Champions, la Coupe de la Confédération, affrontaient en fait des formations aguerries à la compétition en Afrique.
Je rappelle que le Casa Sport qui a croisé le Stade malien dernièrement donc, avait l'habitude de jouer 18 matchs en championnat. Mais le Stade malien, c'est une équipe qui jouait 30 matchs en championnat. Donc ça montre quelque part que la poule unique permet aussi aux joueurs d'avoir de la compétition. Et à mon avis, ça leur permet aussi, même quand ils vont en test en Europe, de pouvoir quand même être à niveau. Parce que beaucoup de joueurs ont été recalés. Maintenant, l'autre avantage aussi de la poule unique, c'est que nous jouons les éliminatoires du CHAN. Cette année, l'équipe nationale du Sénégal va jouer au mois de juin la Mauritanie. Imaginons que nos joueurs qui doivent affronter la Mauritanie n'ont pas toute la compétition nécessaire pour aller donc à ce match de barrage. Ça risque d'amoindrir les chances du Sénégal de participer à cette compétition. Beaucoup de buts inscrits, mais les attaquants n'ont pas été très décisifs. Celle-ci but marquée par les meilleurs buteurs en 15 journées. Les 16 équipes en lice disputeront 32 journées en phase aller et retour. Alors, Mayacine, une lecture d'abord au plan technique de cette phase aller. Bon, je pense que si on fait une évaluation technique brute, je pense que brute comme ça, en termes de buts marqués, en termes de matchs joués, je pense qu'effectivement on est encore moins. Je pense qu'aujourd'hui la moyenne tourne autour d'un but et quelques par match. Je pense que là également ça veut dire effectivement il y a déjà une orientation pour les entraîneurs de savoir dans quelle direction effectivement il faut aller. Et si on regarde également les défenses, on se remarque également aussi qu'il y a beaucoup de buts pour certains qui ont beaucoup encaissé et d'autres peut-être qui encaissent moins. Mais ça donne déjà une orientation pour les entraîneurs de savoir dans quelle direction il faut axer le travail pour la phase retour. S'il faut confirmer en phase offensive ou bien est-ce qu'il faut encore continuer à travailler, etc. En tout cas, c'est des orientations. Mais je pense que ce qui est intéressant dans ce championnat, c'est qu'on est revenu d'abord à la plus unique. C'est important. Deuxièmement, que nous avons eu à mettre en place un calendrier général maîtrisé. Parce que jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, ce calendrier effectivement est respecté. Et je crois que c'est une bonne chose. Aujourd'hui, on sait exactement la dernière journée se jouera à quelle date. Et ça, c'est important. On sait la Coupe du Sénégal, on la jouera à quelle date. On sait également la Coupe de la Ligue, à quelle date on la jouera. Et ainsi de suite pour le football féminin, pour la National 1, National 2. Et ça, c'est extrêmement important. Je pense que la maîtrise d'un calendrier permet effectivement à des entraîneurs d'être performants. Ils peuvent planifier et ils peuvent s'organiser effectivement sur les matchs à venir. Et je pense que c'est une bonne chose. On est même arrivé, jusqu'à même proposer une date de démarrage pour la saison prochaine 2011. Ah oui, le 1er novembre. Et je pense que non, c'est ça. Parce qu'en fait, vous savez, un championnat, il est intéressant quand il est maîtrisé, quand le calendrier est maîtrisé. Je pense que c'est pour ça. Et jusqu'ici, quels sont en fait, qu'est-ce qui explique quand même que ce calendrier soit tenu, respecté, que vous n'ayez pas d'accro comme à l'instar des années précédentes? Non, mais parce qu'il y avait des raisons. Mais parce que simplement, effectivement, c'est qu'il n'y avait pas de dates qui étaient programmées. Les journées, effectivement, on laissait le soin à la Ligue de programmation, effectivement, de programmer quand il veut, etc. Mais cette fois-ci, les dates sont connues et les journées sont connues. Et donc, ceux qui programment sont tenus, effectivement, de les respecter. Nous avons même proposé, pour dire que le championnat de Ligue 1 se joue le samedi, et Ligue 2 se joue le dimanche. C'est une proposition. Mais c'est vrai que compte tenu du fait qu'il n'y a pas beaucoup de terrain, on est obligé quelquefois d'assurer la programmation entre samedi, dimanche et lundi. C'est normal. Voire même mardi. Voire même mardi. Parce que simplement, on joue seulement à des modiopes. Mais je pense qu'aujourd'hui, ici à Dakar, on avait par exemple 4 stades. Je pense qu'aujourd'hui, la question s'est réglée. Le samedi, c'est la Ligue 1. Le dimanche, c'est la Ligue 2. Tout à fait. Voilà. Alors, Mayacine, quand même, parmi les fausses notes par rapport à ce football sénégalais, c'est ce différent qui est étonnant, mais quand même qui perdure entre la Fédération sénégalaise de football et la Commission centrale des arbitres. D'ailleurs, ayant abouti à la sanction donc, de Badarama Mayacine et de Frankie Gueye lundi dernier. C'est aussi l'actualité. Comment vous expliquez que justement une entité qui est au sein de la fédération puisse poser problème à cette même instance fédérale? Mais je pense que c'est la question que tout le monde se pose, effectivement. Je suppose en fait que ce que nous savons, la CCA en fait est une entité en tout cas de la fédération. Elle ne saurait peut-être de mon point de vue en tout cas remettre en question en tout cas des décisions de la fédération. Mais les raisons en tout cas avancées, je ne sais pas, je ne suis pas là pour justifier ou non justifier, mais j'estime simplement que si chacun se met à sa place et fait le travail pour lequel on lui a demandé, je pense qu'on n'arriverait pas à ces situations-là. Et ensuite, de mon point de vue, il faut restaurer l'autorité. Parce que si on ne restaure pas l'autorité, mais on risque d'arriver effectivement à une débandade. Et je pense qu'une structure, quelle que soit l'activité que l'on fait, elle doit être organisée. On doit savoir exactement à chacun sa place. Et je pense qu'à partir de ce moment, il n'y aura pas de problème. Pour contourner le problème, justement, on parle de la DNA. Pour ceux qui ne connaissent pas cette structure, est-ce que vous pourriez nous en parler? La Direction nationale des arbitres, c'est ça? Vous savez, c'est une structure, en tout cas, qui est recommandée par la FIFA.
Et le Sénégal avait le loisir depuis presque 2 ans, 3 ans de mettre cette structure en place. Mais vous savez, quelquefois, il y a peut-être des suspicions quand vous mettez des structures de ce genre. Peut-être que la CCA aurait pu percevoir cela comme étant peut-être une structure peut-être qui concurrence. Et effectivement, et à partir du moment où ça se passait bien, il n'y a pas de souci, bon, les arbitres, etc., etc. Et je pense que donc la fédération n'avait pas jugé utile de mettre ces DNA-là. Et qui existent partout dans les fédérations. En Tunisie, Maroc, Côte d'Ivoire, Mali, partout, la DNA existe. Et cette année, effectivement, donc les gens ont émis le vœu effectivement de mettre en place la DNA pour mieux structurer les arbitres, c'est-à-dire avoir au moins une banque de données des arbitres sénégalais que nous avons. A priori, elle fera office de remplaçante, on va dire, en attendant que la situation se décante. Mais tout à fait, parce que bon, son rôle, c'est pas effectivement de désigner les arbitres. Son rôle, c'est pas également, mais son rôle, c'est de voir en fait le fonctionnement de la CCA en termes de formation, en termes de désignation, en termes de programmation des arbitres. Et c'est ça, en fait, pour le permettre effectivement de faire le travail correctement. Très bien. Alors Mayacine, dernière actualité, on va parler de l'équipe nationale parce qu'il y a quand même des échéances qui approchent à grands pas. Et là, jusqu'ici, on est en train de se prendre plus ou moins la tête sur l'organisation. Comment le Sénégal va se déplacer en Angola? Est-ce que le Sénégal va jouer un match amical? Comment le Sénégal va se déplacer? Par avion présidentiel ou par un autre moyen de transport? Est-ce que vous avez plus ou moins des débuts d'éclairage par rapport à toutes ces questions-là? Oui, ben, je pense que nous avons déjà tenu une réunion avec le ministère et parce que nous avons décliné le plan de préparation. Je pense que là, on a terminé avec et on a estimé les coûts également par rapport effectivement à ces 2 voyages-là. Maintenant, la balle dans le camp du ministère qui est en train de réfléchir également aussi pour voir dans quelles conditions il pourrait effectivement mettre l'équipe nationale dans d'excellentes conditions de voyage surtout. Et je pense que le lot du problème, c'est le déplacement effectivement. Parce que là, c'est des déplacements trop longs et qui durent également aussi. Et comme vous savez, nous allons vers la fin du championnat. Donc, autant les joueurs sont fatigués parce que physiquement, ils ont été agressés, physiquement. Et ensuite, maintenant, s'il faut également aussi ne pas gérer le déplacement, bon, ça peut être effectivement un peu quelque chose qui peut aller à l'encontre de ce que nous voulons. Mais je sais que l'État comme le ministère sont dans d'excellentes dispositions pour faire en sorte effectivement que nous ne ferons pas de ce déplacement-là. Très bien. Une idée de l'endroit, du lieu de regroupement également? Bon, ce sera soit Paris ou Bruxelles. Donc à partir du 29 mai. Et pour jouer les 2 matchs en même temps. Très bien, pas de match amical? Non, c'est exclu. Pourquoi? Mais vous savez, les matchs usent. On ne peut pas aisément, à la fin d'une saison, où les gens ont joué peut-être 40 à 50 matchs, si on n'en diminue pas, il ne faut pas l'ajouter. C'est la raison pour laquelle justement le Sénégal abordera directement ces 2 matchs. C'est une question de logique, je pense. Il faut beaucoup bouger sur les facteurs de récupération pour le permettre au moins, le jour J de ces matchs-là, qu'ils puissent avoir effectivement le plein de ressources physiques. Très bien. Alors merci Mayacine de nous avoir accompagnés dans ce numéro de Parlons Foot et bonne continuation. Merci Manfatou. Merci également pour votre déplacement. Je crois que c'est important que les gens sachent exactement un peu ce qu'on est en train de faire. Et nous ne nous arrêtons pas là parce que nous avons déjà 2 stages avec la FIFA en prélude et nous avons le stage donc des entraîneurs de base pour le département de base et là c'est un grassroots pour lequel nous aurons 600 jeunes, n'est-ce pas, un festival de 600 jeunes, ce sera à Djambar sur les 4 terrains où on mettra 150 jeunes sur chaque terrain et ça également, nous avons également un deuxième message qui va arriver également aussi. Tout là dans le courant du mai, ces 2 stages-là qui parlent du football féminin, un cours pour les entraîneurs de football. Et là, tiens-toi bien, j'ai promu 30 jeunes filles qui sont déjà diplômées qui vont faire ces stages-là. Parce qu'à terme, il faut arriver à avoir sur le banc des équipes féminines des filles, des femmes. Merci beaucoup. Merci. En Angleterre, on connaît déjà le champion. Il s'agit de Manchester United. Un 13e titre pour l'increvable Sir Alex Ferguson. Un titre qui intervient à 4 journées de la fin de la Première Ligue. Alors il s'agit du premier trophée de champion d'Angleterre pour Robin Van Persie, auteur d'un hat-trick lundi dernier. C'était donc lors du match Manchester United contre Aston Villa. Robin Van Persie qui est resté 7 saisons à Arsenal et qui n'a jamais réussi à remporter ce titre. Voilà, il n'est jamais trop tard pour bien faire et lui il a bien réussi, l'international néerlandais. Et puis restons en Angleterre pour parler d'un joueur talentueux sur le terrain
mais assez caractériel en dehors. Nous parlons bien sûr de Luis Suarez, international uruguayen, d'où son surnom d'ailleurs, El Pistolero. Alors l'Uruguayen qui risque d'être suspendu pour la fin du championnat anglais, tout simplement pour avoir mordu Ivanovic lors d'un week-end de championnat. C'était dimanche dernier. Carton rouge à toi, Luis Suarez, cher Tidiane Diao. Le cannibale est-il de retour? S'interrogeait le commentateur de Canal+ lors de la rencontre qui a opposé Liverpool à Chelsea. On est en milieu de deuxième période lorsque l'Uruguayen, à la suite d'un duel dont la surface de réparation de Chelsea a planté ses dents dans le biceps d'Ivanovic, un geste fou suivi par les caméras et qui depuis tourne en boucle dans les télévisions et les réseaux sociaux. Malheureusement pour le Sud-Américain, cet écart de conduite sur une pelouse est le énième du genre. Juillet 2012, on est à la dernière minute du quart de finale opposant le Ghana à l'Uruguay. Suarez se transforme en gardien de but pour anéantir une occasion de but des Black Stars. Exclu, il laisse éclater sa joie sur le bord du terrain quand Guyana Samoa manque son penalty. Durant la même année, le joueur va encourir une suspension de 7 matchs pour avoir mordu un joueur du PSV Eindhoven au cou lors d'une rencontre. Suarez n'en restera pas là puisque le très provocateur va traiter Evra de négro en octobre 2011. Un acte de racisme qui lui vaudra 8 matchs de suspension. Luis Suarez va aggraver son cas en refusant de serrer la main à Patrice Evra. Ce n'est pas tout, la liste est loin d'être exhaustive. Oui, Stéphane Guy, le cannibale, est bien là. On ne doutera point de ses qualités de super footballeur, mais tout de même, il gagnerait à se débarrasser de ce comportement de mauvais garçon. Son équipe qu'il paralyse avec ses nombreuses suspensions, mais aussi pour lui-même et son image de marque. Heureusement que le football, c'est d'abord et surtout le plaisir des yeux, les plus beaux buts disséqués et commentés par notre confrère cher Sadibou Diarra. La perfection pour démarrer, une reprise de volée parfaite signée du Lyonnais Clément Grenier. À la ramasse d'un corner de dernière minute, le milieu offensif réussit une excellente coordination du corps pour reprendre le ballon qui finit au fond des filets. Sublime, comme l'enchaînement contrôle orienté frappe demi-volée du Bastien Khazri. Magnifique pour aussi qualifier l'appel contre appel suivi d'un ciseau acrobatique de Di Natale. C'est du grand art, comme le mouvement à une touche de balle de Liverpool conclu sans contrôle par Sturridge. Que dire alors du but du grec Samaras de Celtic Glasgow? L'attaquant avance sur le défenseur, le dribble et décoche une frappe puissante qui ricoche sur la barre pour rentrer dans le but. Toujours dans la corbeille des tirs, il y a du très puissant avec le Lillois Lucas Digne, du travail avec l'enroulé du gauche de Chelsea de Torino et aussi les tirs qui réunissent les deux. Le coup franc superbement exécuté de Julio Batista de Malaga et la magistrale frappe lointaine de Xavier de FC Metalist Kharkov. Au coup d'envoi, le Brésilien tire du rond central le ballon qui s'envole pour atterrir au fond des filets. Quelle précision! Cependant, la palme de l'esthétique revient au duo Rooney-Van Persie de Manchester United. L'attaquant trouve d'une magnifique transversale du milieu de terrain son homologue néerlandais qui sans contrôle et en pleine course reprend la balle qui s'en va au petit filet. Somptueux.